Prudence sur fond de récession aux États-Unis, mais une Europe qui résiste. Bienvenue pour une nouvelle émission de Décrypte Hebdo. Pierre Barral, bonjour. Bonjour Caroline. Donc à première vue, les données macroéconomiques résistent, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Oui, ça continue pour l'instant à tenir. En effet, on a des statistiques qui tombent plutôt bien, aux États-Unis notamment, que ce soit sur les ISM qui viennent de tomber, le marché de l'emploi qui se tient bien. Et puis toujours pareil, une inflation qui quand même reste encore assez forte et pourrait continuer à monter cette année. On peut dire que jusqu'ici tout va bien, mais les marchés redoutent une dégradation de l'économie américaine, européenne, mais également du côté de la Chine. Et on a un contexte qui reste troublé par les décisions de Donald Trump et surtout cette imprévisibilité. Oui, en effet, donc très clairement, il va y avoir un impact plus ou moins fort en fonction des niveaux de tarifs douaniers qui vont finir par être négociés à un moment ou à un autre par l'ensemble des pays et les États-Unis. Donc on peut s'attendre et on doit s'attendre à un choc sur la croissance mondiale d'abord, mais d'abord sur la croissance américaine. On peut s'attendre à une croissance américaine divisée par 2 l'année prochaine par rapport à son niveau cette année en tout cas par rapport à son niveau de l'année dernière. Par contre, la situation n'est pas aussi dégradée en Europe en termes de croissance. On n'a pas les mêmes anticipations aujourd'hui entre les deux continents. Absolument. En effet, l'Europe du coup va bénéficier de ce phénomène de commerce intra-zone qui est beaucoup plus important et qui du coup la protège beaucoup plus de ce phénomène de nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis. Donc on devra avoir une croissance européenne cette année qui finalement reste quasiment identique à celle de l'année dernière. Donc on ne va pas avoir de choc de croissance trop fort en Europe. De surcroît, on a une banque centrale européenne qui va pouvoir bénéficier d'une fenêtre très intéressante en ce moment pour pouvoir continuer à baisser ses taux et à mettre en place en tout cas une politique beaucoup plus stimulative sur la croissance. On a, rappelons-le, un euro qui est toujours très fort. On a un choc énergétique qui est en train de se produire avec les prix du pétrole qui baissent, donc une inflation qui va baisser avec des effets de base qui seront importants sur cette inflation et donc une facilité plus importante pour la BCE de baisser ses taux. Pourquoi pas jusqu'à un niveau d'un 50% qui serait un niveau très stimulant pour la croissance européenne. Par contre, la situation est un petit peu moins confortable pour Jérôme Powell, qui lui connaît une inflation, vous l'avez dit, sur les prix américains se maintiennent. Donc il y a toujours cette lutte contre l'inflation. Est-ce qu'il a les moyens justement de l'endiguer? Et on entend quand même les sirènes d'une récession économique sur le sol américain. Absolument. Alors autant en Europe, on peut avoir l'espoir que l'inflation baisse et passe sous les 2% assez vite, et s'y maintienne en tout cas, autant aux États-Unis, on sera plus proche des 3% que des 2. Donc la cible étant toujours 2%, Powell est embêté à la Fed pour continuer à baisser ses taux, ce qu'il a déjà commencé à faire. Donc on est toujours dans une situation de statu quo qui devrait se poursuivre au moins jusqu'au mois de septembre, et date à laquelle en principe, la baisse des taux pourrait reprendre. On peut s'attendre à nouveau à 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année du côté de la Fed, ce qui, de toute façon, permettra à Powell de se concentrer plus sur la croissance que sur l'inflation, car on est face à un choc d'offres, c'est ça qui explique la poussée de l'inflation à la hausse. Et contre un choc d'offres, la Fed de toute façon ne peut rien. Donc c'est l'emploi qui va être l'indicateur prépondérant en fait dans les décisions de la Fed dans les mois à venir. Très bien, dans ce contexte, nous allons voir quelles allocations aujourd'hui vous avez. Avant de rentrer dans le détail de vos allocations, est-ce qu'on peut faire juste un petit point d'étape aujourd'hui sur la composition globale de vos allocations ? Oui, bien sûr. Alors, nous étions déjà surpondérés sur les actions, en tout cas pour la grande classe d'actifs actions, surpondération que nous avons commencé à réduire dans les semaines passées. On a décidé de maintenir quand même une légère surpondération autour de 2% par rapport à nos indices de référence, ce qui est très modeste, mais malgré tout nous permet de profiter de ce mouvement de hausse, mais qui a déjà été très important depuis les points bas et du choc du 2 avril, du fait de la... Oui, il n'y a jamais
jamais eu autant de hausses successives sur les marchés financiers voilà, et on a eu ces dernières semaines. Une très forte remontée de ces marchés, un rebond très, très violent, très brutal, dont on a pu profiter. Et l'idée était de prendre des profits sur ce rebond, puisque nous étions rentrés pas loin des niveaux bas. Donc ça, c'était un premier point. Néanmoins, on pense que la bourse et la plupart des indices en ont encore un peu sous le pied pour les semaines à venir, donc on en a conservé. Sur les taux, on reste évidemment toujours neutre, parce qu'il se passe finalement assez peu de choses sur les taux européens, en tout cas en ce moment, et puis la situation est assez complexe, et donc on n'a pas d'intérêt vraiment à reprendre d'exposition sur les taux. Et pour revenir sur les actions, nous bénéficions et nous continuons à faire bénéficier en tout cas la zone émue de plus en plus de nos allocations. C'est-à-dire que c'est sur cette zone-là qu'on a envie d'être le plus investi aujourd'hui. On est plutôt neutre, à neutre moins sur les États-Unis, mais c'est vraiment la zone européenne qui devrait, selon nous, pouvoir bénéficier assez sensiblement de la situation qui se présente aujourd'hui. Qui se présente aujourd'hui, donc un biais européen. On est aussi en saison des résultats. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous avez identifiés aujourd'hui dans le cadre de vos allocations et que vous privilégiez ? Alors globalement, les résultats pour l'instant se déroulent plutôt bien sur les deux grands continents. On n'a pas de vue de soucis particuliers. Ce qui nous intéresse beaucoup, évidemment, ce sont ce qu'on appelle les guidance, c'est-à-dire les perspectives des chefs d'entreprise dans la publication de leurs résultats. Celles-ci sont assez fragiles et on le comprend puisqu'on est face à un choc de confiance des entreprises et de manque de visibilité. Donc ça explique également les raisons pour lesquelles nous pensons que la croissance risque de ralentir, notamment aux États-Unis, dans les mois qui viennent. Néanmoins, dans nos portefeuilles aujourd'hui, on trouve toujours quelques secteurs intéressants qui nous paraissent être intéressants à jouer au moins tactiquement, comme la construction, comme l'assurance, qui sont des secteurs sur lesquels nous avons décidé de revenir. Et puis d'un point de vue plus géographique, mais sur les pays sur les pays émergents, clairement, nous avons fait le choix de sortir également une position que nous avions mise en place sur l'Inde, qui est une position qui a plutôt bien fonctionné, mais qui du coup va être impactée par ce qui est en train de se produire entre l'Inde et le Pakistan. Évidemment, un conflit dangereux, important, et qui va avoir des conséquences sur cette zone-là. Donc nous sortons et nous revenons à la neutralité également sur les pays émergents. Très bien, merci beaucoup Pierre. Merci Caroline. Merci également à tous de nous avoir suivis. J'espère que nous avons pu vous apporter des éléments d'éclairage pour cette émission. Je vous dis donc à très bientôt.